Ce petit déjeuner d'administration moderne a été organisé en partenariat avec Femmes et Diplomatie. Et je laisserai la parole à Isabelle Guggenheim d'Administration moderne et Donatien Nissard, présidente de Femmes et Diplomatie, le loisir de pouvoir vous poser des questions. Et les questions, vous pouvez les poser dans le petit onglet qui s'appelle questions et réponses plutôt que dans le chat. Voilà, Isabelle et Donatien, je vous laisse la parole. Merci Nathalie pour cette introduction et merci à Nelly Fietzo qui a organisé et mis en place ces petits déjeuners dont nous inaugurons donc le deuxième avec des problématiques, des thématiques, des invités très variés. Donc je pense que le mieux c'est de laisser nos deux invités se présenter à la fois sur le plan personnel et dans leur parcours, et puis ensuite on entamera de façon un peu plus approfondie quelques thèmes de réflexion. Donc, on commence peut-être par Aurélie. Merci. Eh bien, bonjour, merci de cette invitation qui me fait très plaisir. Prendre une heure de mon temps est certainement moins compliqué que sur les fonctions qu'occupent en ce moment un certain nombre de participantes, et notamment de Donatienne, qui a certainement plus de charges, d'autant plus que je suis en vacances aujourd'hui et donc tout à fait ravie et disponible. Alors, moi, je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères il y a pas fort longtemps, en 1994, ce qui ne me rajeunit pas, avec une carrière relativement classique. Je suis sortie du ministère pendant quelques années, pendant 5 ans, pour être soit en cabinet ministériel, à un moment auprès de Najat Vallaud-Belkacem quand elle était ministre des droits des femmes et porte-parole, et à un moment auprès de Nathalie Loiseau lorsqu'elle était ministre ministre chargée des Affaires européennes. J'ai fait sinon des postes comme beaucoup de femmes diplomates, qui ont été déterminés à la fois par des choix positifs et à la fois aussi par la possibilité de continuer à mener une vie de famille à peu près cohérente et arriver à trouver soit des endroits où avec mon mari, on arrivait à travailler à peu près tous les deux au même endroit en même temps, avec parfois des ajustements à plus moins 1 an, ce qui n'était pas neutre. Et puis, j'ai surtout creusé une fibre presse-communication et une fibre européenne qui m'a amenée jusqu'à maintenant en Lettonie, qui est un pays que je connais bien puisque j'avais eu l'occasion d'étudier sa langue au Langso quelques années pendant mes études. C'est un choix suffisamment rare, je pense, pour avoir réussi dans la bataille féroce qui se joue sur les postes d'ambassadeurs et d'ambassadrices, à avoir rentabilisé mes années à fait des soirées de transpiration sur la grammaire lettonne, qui est une pure épouvante. J'ai la chance maintenant d'être dans ce pays qui est très intéressant. Alors, c'est clairement pas le centre focal de la diplomatie française, c'est un tout petit État, mais l'intérêt pour une ambassadrice, c'est aussi que c'est un État qui est mal connu en France, et on peut avoir des choses à apporter à nos autorités pour leur expliquer ce que c'est la Lettonie et ce qu'on peut faire avec eux, et aux Lettons qui ont un tropisme qui est quand même beaucoup plus vers, d'une part, les pays scandinaves et d'autre part, l'Allemagne, avec qui il y a des liens historiques très très forts. Donc c'est aussi intéressant dans ce contexte, c'est une situation, disons, pour un poste de chef de poste intéressant. Voilà, encore un dernier mot, juste pour dire que j'ai un engagement féministe d'assez longue date, donc dans des choix politiques, mais aussi dans des engagements privés, associatifs, personnels, notamment dans un cadre peut-être aussi un petit peu inhabituel, qui est celui de l'Église catholique, où je fais partie d'un tout petit groupe qui est presque plus un groupuscule qui s'appelle le Comité de la Jupe et qui se bat pour l'égale dignité des femmes dans l'Église, et notamment l'ordination de femmes prêtres, la désignation de femmes cardinales, évêques et tout ça. Et autant vous dire que si c'est parfois compliqué de faire nommer des femmes dans l'administration, faire nommer des femmes dans l'Église catholique, c'est une autre paire de manches. Et on est pour l'instant considéré comme un groupuscule de pétroleuses dangereuses. Mais c'est néanmoins très intéressant et les choses avancent. Voilà, mais comme ça vous place un petit peu où je me situe et d'où je parle. Voilà, merci, je vous rends la parole. Merci Aurélie. Sans être indiscrète, je voudrais faire 2 mini-focus. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer quand tu étais effectivement au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem sur les fonctions de porte-parole, et vraiment, j'avais une admiration pour l'énorme travail quotidien que tu pilotais pour Najat, pour animer sa fonction de porte-parole, qui était une véritable tour de contrôle. Et
Franchement, c'était un travail énorme et j'ai vraiment été très impressionnée. Voilà. Et je profite pour rappeler que Najat, à ce moment-là, était une des premières à vraiment avoir un regard très ouvert sur la place des femmes dans leur parcours professionnel, l'égalité professionnelle. Certaines, et c'est on va pas rentrer trop dans le détail, certaines ministres, secrétaires d'État avaient plus des focus sur les sujets de société, femmes, violences, des sujets très importants. Et je crois que Najat, elle s'est intéressée à des sujets qui nous préoccupent, nous, et c'est pas, voilà, c'était peut-être une des premières quand elle a invité le Global Summit à se tenir à Paris, vraiment sur ces rencontres professionnelles de femmes, c'était un signe, je pense, à l'époque, en tout cas, nouveau. Et puis, juste un tout petit détail encore, je pense, Aurélie, que tu es ambassadrice à parler letton. Comme tu disais, c'est une langue difficile et vraiment remarquable. Souligner peut-être. Confirme-moi bien que c'est le cas, mais je ne sais pas si tes prédécessrices ont eu cette qualité. Je parle très mal letton, mais l'avantage, c'est que personne ne s'en aperçoit, donc ça passe. Voilà. Mais je baragouine le letton. Tu dois certainement très bien le comprendre. Bravo. Donatienne, peut-être? Bonjour à toutes. Moi aussi, je suis extrêmement contente d'être là. Je suis donc pour la deuxième fois d'ailleurs, la présidente de Femmes et Diplomatie, l'association des femmes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je suis aussi, pas à mes heures perdues, mais peut-être beaucoup d'heures, directrice adjointe du développement durable à la Direction générale de la mondialisation, qui est la direction qui s'occupe de, grosso modo, la coopération à l'international. Ma direction s'occupe de l'ensemble de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, de tout ce qui est la négociation sur des grands enjeux globaux que sont le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation, j'en oublie, et surtout aussi, très important, l'accès à l'égalité femmes-hommes. Donc c'est une de mes missions. Je suis entrée dans ce ministère il y a 20 ans à peu près. J'y ai fait une carrière pas toujours linéaire, parce que moi aussi, effectivement, de temps en temps, je devais accommoder les besoins de travail de mon ex-conjoint. Mais globalement, j'ai fait une carrière marquée par l'Asie, puisque je suis issue de ce qu'on appelle le concours d'Orient, c'est-à-dire les gens qui parlent des langues bizarres comme Aurélie. Mais moi, je parle le chinois, et donc ça m'a amenée en Chine comme conseiller culturel adjoint, et puis aussi à la Commission européenne au début de ma carrière où j'étais à l'unité Chine. J'ai aussi beaucoup fait de diplomatie multilatérale, c'est encore le cas aujourd'hui, ce qui m'a amené à traiter des sujets aussi variés que les droits de l'homme, le désarmement nucléaire et la sécurité alimentaire. Enfin, une spécialité aussi dans les métiers de la coopération et du développement. Donc, je m'arrête là. Peut-être pour lancer aussi les choses sur l'idée de cette diplomatie féministe dont Aurélie est une si bonne représentante. Merci Donatienne, mais on va peut-être continuer à te donner la parole pour que tu rappelles un petit peu le cadre et les objectifs de cette diplomatie féministe, et puis un mot aussi sur femmes et diplomatie, comment vous vous positionnez par rapport à ça, et quelle est la situation actuelle, avec peut-être quelques éléments, sans rentrer trop dans le détail, quelques éléments de cadrage ou éléments statistiques de la situation actuelle. Merci. Et on fera réagir. Alors, merci beaucoup. Oui, je voulais dire quelques mots d'introduction, effectivement, sur la diplomatie féministe, pour resituer aussi le cadre dans lequel les propos d'Aurélie vont s'inscrire. C'est un fait peut-être trop méconnu, certainement trop méconnu, mais depuis 2018, la diplomatie française s'est déclarée une diplomatie féministe. C'est peut-être une expression qu'il faut expliciter et qui peut surprendre dans un ministère qui en effet n'est pas spécialement réputé ni ne brille particulièrement pour son taux de féminisation du corps diplomatique.
Nous en sommes encore à seulement 28% d'ambassadrices, des corps d'encadrement qui ne sont pas encore à un niveau paritaire, puisqu'on compte au niveau conseiller des affaires étrangères 31% pardon, de femmes, et au niveau des secrétaires 43% seulement. Mais c'est néanmoins une politique tout à fait officielle. Si vous vous promenez même autour du ministère, vous verrez sur les grilles actuellement des grands panneaux avec un hashtag diplomatie féministe qui intrigue certainement les passants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une diplomatie féministe ? En fait, on n'a pas du tout inventé cette idée. La France a simplement rejoint, d'une certaine façon, un tout petit club de pays qui ont opté pour une telle orientation de leur diplomatie. C'est la Suède, avec Margot Wallström, en 2014, qui avait lancé la première cette idée, suivie ensuite du Canada, et puis, plus récemment et après nous, le Mexique. Alors, on peut se dire aussi, est-ce qu'il y a vraiment un saut qualitatif entre le moment où nous sommes déclarés une diplomatie féministe et puis, on va dire, la politique plus traditionnelle de la France, qui est une politique de défense des droits de l'homme ou des droits humains, comme on voudra, et qui, évidemment, comportait depuis longtemps une défense des droits des femmes, notamment dans les enceintes multilatérales. Alors, certainement, ce tournant-là, il marque une volonté politique de mobilisation de l'outil diplomatique dans un contexte international de dégradation des droits des femmes et de montée en puissance des conservatismes de tout poil, avec des attaques extrêmement nocives et pernicieuses sur notamment l'état du droit international, des textes, des avancées dans le soft law. Et donc, quand Marlène Schiappa a annoncé cette diplomatie féministe à la tribune de la commission du statut, à la commission du statut des femmes aux Nations Unies, qu'avec Jean-Yves Le Drian, ils ont fait une tribune en 2019 qui affirme le caractère féministe de notre diplomatie. C'est un écho aussi à la volonté du président de la République de faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause du quinquennat et, puisqu'il l'a dit à la tribune des Nations Unies, à l'Assemblée générale en 2018, une grande cause mondiale. Alors, pour finir rapidement, cette politique, elle fait l'objet d'une stratégie dont ma direction assure le pilotage, une stratégie internationale de la France pour l'égalité femmes-hommes qui a été adoptée en mars 2018 et qui, par rapport aux stratégies précédentes qui existaient et qui ne portaient que sur la politique d'aide au développement, étend la prise en compte de l'égalité femmes-hommes à l'ensemble de l'action du ministère, que ce soit son action la plus politique ou aussi que ce soit les aspects d'organisation interne. Il y a 5 grands axes dans cette politique. Un axe d'amélioration donc en interne de l'égalité professionnelle, et là je vous dirais que c'est sans surprise là où ça pêche peut-être le plus. Un axe sur le plaidoyer politique, et on en a parlé un petit peu, je pense, donc pendant la présidence française du G7, il y a eu un certain nombre d'actions particulièrement visibles, ou encore plus récemment pendant la période du Covid, une tribune là aussi pour défendre l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive dans un contexte où les systèmes de santé sont évidemment très sollicités par la Covid. Un axe plus traditionnel sur la prise en compte du genre dans notre coopération, un axe sur la redevabilité, et ce que je veux dire, c'est que cette politique, cette stratégie, elle est assortie d'une batterie d'indicateurs et elle a fait l'objet d'une évaluation indépendante par le Haut Conseil à l'égalité en 2020.
Et enfin, un axe de soutien à la société civile qui s'est traduit notamment récemment par le lancement d'un fonds de soutien aux organisations féministes des pays en développement pour 120 millions d'euros. Alors, on attend de nos ambassadeurs, en fait, qu'ils incarnent cet engagement. Ça implique toute une sorte de déclinaison pour l'ensemble des services du ministère des Affaires étrangères au niveau des postes diplomatiques qu'ils nomment un correspondant dédié à cette question, qui va faire vivre aussi la question à l'intérieur de l'ambassade, qu'ils pratiquent dans leur gestion des ressources humaines une politique favorable à l'égalité professionnelle, qu'ils intègrent enfin ce sujet dans la relation bilatérale avec leur pays de résidence, que ce soit dans les actions de communication, soit dans les actions de montage d'événements qu'ils mènent, et bien sûr aussi dans le dialogue politique, et c'est peut-être un peu la nouveauté, y compris lorsque les questions sont difficiles. Et je pense par exemple aux campagnes que nous menons pour la ratification universelle de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes, ou bien encore les campagnes récentes que nous avons faites en réaction sur les droits et santé sexuelle et reproductive, à la cristallisation d'une forme d'alliance des pays qui sont défavorables, notamment à l'accès à l'avortement, et qui s'est autoproclamé consensus de Genève. Donc, voilà, on attend la même chose, donc, je le disais, en administration centrale des chefs de poste, des directeurs, mais ce qu'on constate, puisque nous avons fait, quand le HCE a fait son évaluation, on a fait une petite enquête aussi de remontée des bonnes pratiques des différents postes diplomatiques, c'est que c'est souvent les femmes, qu'elles soient chefs de poste, qu'elles soient directrices, qui sont les plus volontaires, qui sont les plus, qui impulsent des actions, là où nos collègues masculins parfois se contentent simplement de participer à des événements sur les droits des femmes, mais pas forcément en être voilà, toujours à l'origine. Et donc, voilà, on a plein d'exemples de bonnes pratiques que je tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et Aurélie voilà, va nous indiquer comment elle fait vivre ce sujet aussi dans sa pratique quotidienne. Merci Donatienne pour cette présentation. Effectivement, je ne sais pas si autour de la table on connaissait toutes les 5 axes de cette diplomatie féministe. En tout cas, pour ma part, j'avoue ne pas les avoir tous identifiés, donc c'est très intéressant et très important qu'on les partage. Donc on va effectivement demander à Aurélie de porter son témoignage par rapport à ses objectifs au sein d'une ambassade et dans un pays qui est peut-être sensibilisé déjà. C'est peut-être l'occasion d'en dire un mot aussi à ces enjeux. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, quand on part comme primo-partante, comme c'est mon cas, cette dimension est très clairement, ça fait très clairement partie des axes d'attention qui sont indiqués à chaque chef de poste pour réfléchir et à s'inscrire et à participer à cette mobilisation que décrivait Donatienne à l'instant. Alors en arrivant dans un pays comme la Lettonie, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un pays membre de l'UE, donc qui participe déjà à un certain nombre de mobilisations européennes. C'est un pays où la place des femmes est assez paradoxale, parce qu'à la fois, et les Lettons nous le font souvent remarquer, à la fois ils sont à la limite un peu plus avancés que nous pour ce qui est de la présence des femmes, notamment les femmes chefs de grandes entreprises, chefs de grands groupes sont pratiquement 45%, ce qui est loin d'être le cas en France. Il y a eu une femme présidente qui reste une femme extrêmement influente sur la scène politique, il y a des femmes premiers ministres, la présidente de la Cour constitutionnelle, la présidente du Parlement, enfin, il y a énormément de femmes aux commandes si on prend les 10-15 postes les plus importants de l'État, c'est largement plus paritaire qu'en France. Mais il reste parallèlement un vrai problème de répartition des rôles, disons, très genrés dans la sphère privée, avec des problèmes de violence, intrafamiliales encore toujours assez préoccupants, des problèmes de violence sexuelle, des problèmes comme ça plus dans la sphère privée et sur lesquels la Lettonie travaille.
et travaille beaucoup, mais pour l'instant encore avec des résultats améliorables. Donc, quand on arrive dans ce contexte, un ambassadeur ou une ambassadrice, au bout de 3 mois après sa prise de fonction, doit présenter un plan d'action. Donc, on nous laisse 3 mois pour prendre la mesure du poste, rencontrer des gens, réfléchir un peu, et ensuite mobiliser avec toute son équipe, rassembler nos idées pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour les 3 prochaines années, comment on peut s'organiser. Et moi, j'ai voulu, avec non seulement cette mission spécifique qui nous est confiée sur la diplomatie féministe depuis 2018, mais aussi avec l'implication personnelle, disons, et ça fait partie des sujets que j'avais le plus d'intérêt personnel et de volonté de porter. On s'est dit, bon, on va vraiment faire de cette question un objectif à part spécifique de notre plan d'action. Un plan d'action, c'est très bref, hein, c'est un recto verso. On définit dans l'ensemble des champs de travail d'une ambassade, c'est-à-dire que c'est extrêmement large puisqu'on va parler autant de questions consulaires, de sécurité, de l'outil qu'on nous confie, l'ambassade, l'équipe, enfin, des objectifs politiques. Voilà. Et nous, on a voulu faire paraître, on a voulu faire figurer cette question spécifiquement de porter les objectifs de la diplomatie féministe. Et pour la petite histoire, c'était pas si simple parce que le plan d'action, c'est quelque chose, c'est un document qui est assez concerté. On le réfléchit collectivement dans le poste, on le propose à Paris à un collectif d'interdirection. Et on a eu un peu de mal à le maintenir parce qu'on nous a dit non, diplomatie féministe c'est trop spécifique, inscrivez portez la diplomatie des droits de l'homme. Et il a fallu qu'on se batte un peu en disant non mais attendez, il y a une diplomatie féministe spécifique. Si on dit diplomatie des droits de l'homme, dans ce cas-là, ça ne veut plus rien dire. Enfin, on ne parle plus de la même chose. Et en plus, on leur a dit, voilà, l'ambassade à Riga, c'est minuscule. Vous voyez, ma chancellerie politique, c'est un numéro 2 et une VI. Voilà, donc on n'est pas l'ambassade au total. Si vous prenez tout le monde de A à Z, du conducteur jusqu'à moi, on est 21. Donc, on ne va pas faire... c'est une toute petite équipe. Et on leur a dit, non, diplomatie féministe, ça mérite, si on se dit, c'est un objectif sur lequel on veut... engranger des avancées pendant ces 3 années, il faut se concentrer là-dessus. Et on a eu finalement le soutien de quelques collègues, d'ailleurs hommes, voilà, pour dire non, gardons vraiment cet objectif-là, et c'était déjà une petite victoire. Alors, ce plan d'action, ensuite, c'est une chose, c'est ce qui va définir les grands axes de ce qu'on a pu faire, mais on a aussi voulu faire... Comme tous les postes, enfin, on a fait une feuille de route pour l'ensemble de l'ambassade en se disant, voilà, on va rassembler tout ce qu'on veut faire pour les questions d'égalité professionnelle dans notre action extérieure, mais aussi dans ce qu'on fait nous en tant que structure ambassade. Alors, j'ai la chance d'avoir un numéro 2 qui est non seulement un grand spécialiste de ces questions, mais aussi un grand féministe, et qui est un véritable puits de science et qui connaît extrêmement bien toutes ces questions, notamment dans leur dimension RH, ce qui est tout à fait précieux parce que c'est quelque chose que je connaissais mal. Et donc, il a travaillé, il a rassemblé un petit groupe de travail au sein de ces 21, vous voyez, donc on a fait encore un plus petit groupe pour réfléchir à ces questions. On s'est fait une très belle feuille de route. Je l'ai mis ici, vous voyez, quelque chose de vraiment complet, détaillé. On s'est dit, voyons tout ce qu'on peut faire en interne, en externe, dans cet objectif. Alors, ça va de questions vraiment pratiques RH sur les recrutements, sur ce que l'on demande à nos prestataires. Par exemple, on a essayé de faire évoluer le travail avec un certain nombre de prestataires qu'on fait travailler, que ce soit nos gardes de sécurité, en disant mais pourquoi pas avoir une équipe de gardes de sécurité paritaire, nos prestataires, je ne sais pas, pour le ménage, le jardinage, enfin, en leur disant voilà, c'est une dimension importante, en faisant savoir qu'on ferait nos choix de prestataires aussi en évaluant leur performance en matière d'égalité. Et puis, on a essayé de lister dans cette feuille de route aussi tout ce qu'on fait, voilà, ce qu'on fait en interne sur une cellule d'écoute en cas de problème de violence des agents, sur ce qu'on peut faire sur, par exemple, une communication sans stéréotype. On s'aperçoit que finalement, dans la communication, c'est très facile de revenir à des clichés un peu sexistes et ça se glisse absolument partout. Un institut français qui va faire... des camps d'été, le camp d'été espace ce sera un petit garçon et le camp d'été histoire de princesse ce sera illustré par une petite fille. Enfin bon, il y a plein de petites choses et même dans la communication politique il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'apercevoir qu'il y a des espaces et des interstices pour laisser passer des clichés et des stéréotypes. Donc on a fait des séances de formation à l'ensemble des agents pour réfléchir à notre façon de communiquer vis-à-vis de l'extérieur. On a fait un certain nombre de travaux comme ça
réflexion générale en se disant, par exemple, une ambassade, on travaille beaucoup avec Paris pour proposer des noms pour des invitations, proposer des noms pour des prix des droits de l'homme franco-allemands, programme d'invitation de personnalités d'avenir et ainsi de suite. Et donc, on s'est dit vraiment, il faut qu'on réfléchisse avec cet angle diplomatie féministe, qui sont les personnalités qui serait intéressant de mieux connaître, qui serait intéressant de créer, enfin d'intégrer dans un certain nombre de réseaux à Paris, parce qu'elles sont porteuses de quelque chose et parce qu'elles pourront faire progresser ce sujet. Donc on a essayé comme ça d'identifier des gens et de miser sur certaines personnalités dont on se dit, s'il y a un changement qui arrive en Lettonie, ce sera aussi grâce à ces femmes et ces hommes. Donc on a vraiment eu cette approche très générale, en fait, très horizontale, en se disant dans l'ensemble des tâches d'une ambassade, réfléchissons à chaque fois à se dire, voilà, avec un angle diplomatie féministe, que faut-il faire? Ensuite, il y a aussi des choses, alors Donatienne a cité un certain nombre de grandes initiatives. On a aussi, bien sûr, des tâches qui relèvent plus du travail diplomatique quotidien. Là, en ce moment, on s'est beaucoup mobilisé sur le forum Génération Égalité qui aura lieu le mois prochain. Là aussi, pour vraiment labourer, aller voir les gens, leur parler. On a envoyé des invitations très personnalisées à plein de gens pour leur expliquer en quoi leur participation serait intéressante, en quoi les différents thèmes qui seront abordés pourraient leur parler à eux personnellement. Et c'est assez gratifiant parce qu'on voit les gens répondre et dire oui, j'en avais pas entendu parler, je pense que ça peut intéresser mon association pour telle ou telle raison. Et on s'aperçoit en fait le temps passé, au lieu de balancer une invitation générique, on a essayé vraiment de personnaliser les choses. Bon, c'est du détail, mais c'est vrai qu'on se dit que la mobilisation paie finalement dans ce genre de circonstances. Et là, on a le plaisir d'engranger des retours de femmes et d'hommes d'ailleurs extrêmement intéressants, et dont on sait que ce sont eux qui seront les porteurs du changement en Lettonie, du changement qu'on espère notamment pour ces questions plus d'égalité dans la sphère privée. Donatienne citait aussi l'action franco-suédoise, parce que c'est vrai qu'il y a un partenariat assez fort sur ces questions avec la Suède. Et ça, c'est vraiment le genre de choses qui s'illustre très bien dans un poste avec ma collègue suédoise. On a fait beaucoup de choses ensemble. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans des groupes d'ambassadeurs. On a fait notamment des opérations pour la journée internationale de lutte contre les violences. Le 25 novembre, on avait fait des opérations avec un petit groupe de like-minded ambassadeurs. On avait des illuminations de nos façades, des tribunes dans la presse, enfin une vidéo commune, tout ce genre de petits trucs qu'on peut faire. On l'a fait avec ma collègue suédoise au moment du 8 mars. On s'est dit on va faire un 8 mars franco-suédois à Riga, en insistant sur la question de la lutte contre la traite des êtres humains, puisqu'il y a un plan d'action franco-suédois en la matière et il y a un vrai souci en plus autour des questions de prostitution. Donc on s'est décidé à se faire un petit plan d'action franco-suédois sur les questions de prostitution pour essayer d'inciter la Lettonie à aller vers des législations abolitionnistes comme on a pu les faire voter en France et en Suède. Et c'est vraiment intéressant parce que ça a été un travail où on a réuni des parlementaires lettonnes qui s'intéressent à la question, qui commencent à y réfléchir, en faisant intervenir la sénatrice Laurence Rossignol, sénatrice et ancienne ministre, donc qui a accepté de venir leur parler directement. Et ce qui est très intéressant parce que de pair à pair, enfin de parlementaire à parlementaire, elles avaient des points de vue, disons, très pratico-pratiques sur la façon de progresser, la façon de gagner des soutiens. Et c'était tout à fait intéressant. Et puis on essaye, en franco-suédois aussi, d'avancer comme ça dans un certain nombre de démarches vis-à-vis des autorités locales sur ces questions de lutte contre la traite des êtres humains et notamment la prostitution. Donc il y a ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les choses qui peuvent paraître un petit peu désincarnées quand on voit les plans d'action décidés entre autorités à Paris, dans les institutions multilatérales, on s'aperçoit que sur le terrain, dans un petit poste comme Riga, ça s'incarne de façon vraiment extrêmement directe et pratique. On nous dit plan d'action franco-suédois sur la lutte contre les êtres humains, mais ça se termine avec une petite visioconférence avec Laurence Rossignol et 15 parlementaires lettonnes qui veulent aller dans ce sens-là et qui notent en disant on va faire ça, qui s'échangent des argumentaires. C'est des choses extrêmement concrètes au bout du compte et qui permettent vraiment d'avancer. Donc on a vraiment cette satisfaction de se dire on arrive à la fin à transformer ces grandes orientations politiques en des actions de terrain tout à fait concrètes et j'espère utiles. Voilà, pardon, j'ai déjà beaucoup parlé, je vous rends la parole. Merci beaucoup Aurélie, c'était
c'est tout à fait intéressant, extrêmement riche, avec vraiment une palette de déclinaisons que je pense on n'imaginait pas. Donc, c'est vraiment très, très précieux d'entendre tout ça et aussi très admirable. Je ne sais plus quand tu as pris ton poste, mais ça me paraît pas si lointain et je trouve que le travail accompli sur ce sujet-là est extrêmement conséquent et intéressant. On va aborder tout à l'heure la question des réseaux euh, associatifs, hein, puisque nous sommes plusieurs autour de la table. Mais avant ça, je voudrais reposer une question à Donatienne pour voir comment vous capitalisez en fait du côté du ministère sur toutes ces expériences. Donc on voit dans Scoralité qu'il y a des relations qui peuvent se mettre en place par région à l'initiative des ambassadeurs. Comment ça se passe au niveau du ministère? Parce qu'on entend cette richesse à partir euh, d'un exemple. euh, Comment est-ce que tout ça a été exploité, valorisé, harmonisé, coordonné, je ne sais pas comment il faut dire, avec toutes ces bonnes pratiques? Merci. Alors, c'est vrai que donc le moment d'évaluation par le Haut Conseil à l'égalité de cette politique nous a permis déjà, on va dire, de regarder un peu de façon transversale comment est-ce qu'elle est mise en œuvre, quels sont les points de faiblesse, où est-ce qu'on peut encore avancer. Et ceci fait aussi l'objet d'un suivi régulier parce qu'il y a un comité de pilotage qui est présidé par le secrétaire général du ministère qui se réunit 2 fois par an et qui continue à interroger aussi les postes diplomatiques, les services, les opérateurs du ministère des Affaires étrangères sur la façon dont ils mettent en œuvre cette stratégie. Maintenant, cette stratégie, elle date de 2018. On est encore un peu en réalité dans l'expérimental. Il y a probablement une limite aussi, si vous voulez, dans sa mise en œuvre, dans les limites aussi qu'on voit encore actuellement dans notre organisation interne et aussi simplement dans l'évolution des mentalités à l'intérieur du ministère, qui est un sujet sur lequel nous continuons à travailler et il convient de continuer à travailler. Alors, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est-à-dire que quand on a interrogé les postes diplomatiques sur la prise en compte, par exemple, du genre dans leur plan d'action, qui est une prescription de cette stratégie. Donc, normalement, ça devrait être tous doivent faire quelque chose et nous y veillons lorsque ces plans d'action sont examinés justement sous l'égide du secrétaire général. Il y en a 40% seulement qui estiment qu'ils ont une action spécifique à l'intérieur de leur plan d'action sur l'égalité femmes-hommes. Alors, 40%, c'est déjà en tout cas plus a priori que ce que font nos femmes ambassadrices qui sont les plus militantes souvent sur le sujet, mais qui ne sont que 28%, mais ça n'est pas les 100% évidemment espérés. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est plus facile de faire vivre ce sujet souvent soit sous une forme justement d'organisation d'événements, soit dans la diplomatie multilatérale où là, de toute façon, souvent, cette question est extrêmement prégnante aux Nations Unies et où les organisations internationales ont elles-mêmes une politique militante et active, que dans le dialogue bilatéral, qui reste la difficulté, et aussi sur les aspects justement les plus compliqués lorsque la France porte un regard finalement sur l'état de la mise en œuvre des droits des femmes dans le pays en question. Et on voit bien que lorsqu'on s'exprime sur des questions aussi sensibles au niveau d'une société que l'accès à l'avortement, que l'accès à la contraception, ça oblige à travailler différemment parce que ça oblige à travailler en profondeur avec les sociétés et avec les sociétés civiles pour pouvoir porter aussi le changement à l'intérieur du pays auquel on s'adresse. Et donc, c'est ça qui est le plus difficile et le plus compliqué. Et c'est ce sur quoi nous travaillons, mais c'est une politique qui exige des moyens et une volonté politique inébranlable.
Merci Donatienne, c'est intéressant de voir comment cela s'incarne. On avait prévu, dans le court temps qui nous est imparti, je vois qu'il y a beaucoup de sujets, de parler un petit peu du rôle des réseaux. Alors, bien sûr, on voulait parler du réseau des femmes diplomates. Je crois que c'est un réseau mixte d'ailleurs, je ne sais plus. Non. Alors, c'est un réseau qui est ouvert effectivement à nos collègues masculins, donc, que nous appelons des amis, mais avec des limites, c'est-à-dire que la gouvernance de l'association est exclusivement réservée aux femmes. Donc, un ami ne peut pas voter à notre assemblée générale. Il a en revanche, voilà, ils sont tout à fait bienvenus à participer à un certain nombre de débats, mais nous avons des activités qui sont réservées à nos adhérentes et certaines avec les amis. Merci. Donc là, nous sommes dans le cadre du réseau Administration Moderne, qui est le réseau des réseaux professionnels du secteur public. Et puis, nous avons, avec Nathalie, qui est à la fois présidente d'Admod et présidente de la plateforme Touga, un réseau qui rassemble de très nombreux réseaux du secteur public et du secteur privé. Alors, dans le secteur privé, on a vraiment une grande diversité. On a des réseaux professionnels par métier, si on peut dire. On a des femmes juristes, d'ailleurs, dans plusieurs réseaux. On a des femmes ingénieurs, par exemple. On a des grands réseaux d'entreprises. Et on a aussi des femmes entrepreneurs ou des réseaux de femmes du monde de l'entreprise. Donc, vraiment, des angles assez différents dans ce qu'on appelle le secteur privé. Donc, je vais peut-être donner la parole à Nathalie pour voir avec un petit peu de recul quel peut être le rôle de ces réseaux, qui sont donc un peu le miroir très actif de ce qui se passe au niveau des politiques publiques. Et peut-être un mot, alors ça peut être les trois, si vous souhaitez, réagir par rapport à ce que vous attendez ou ce que vous souhaitez du forum égalité qui se rapproche maintenant. Donc, Nathalie, peut-être. Oui, juste un mot sur l'action de nos réseaux, l'action transversale. Nous sommes porteurs de propositions pour modifier la place des femmes, notamment dans la gouvernance publique et privée, et c'est un travail que nous portons en ce moment, puisqu'on a eu hier, par exemple, une audition auprès de la délégation des droits des femmes du Sénat, et avec les réseaux du secteur public, nous allons pouvoir probablement avoir une porte qui va s'ouvrir sur les propositions que nous portons dans notre laboratoire d'idées communs. Donc voilà pour l'action que nous menons juste ces jours-ci. Moi, je voulais revenir peut-être sur une question. J'entendais tout à l'heure Aurélie qui disait que elle avait un objectif spécifique de diplomatie féministe dans son plan d'action. Je me demandais, puisque la diplomatie féministe est finalement au premier plan de la communication du ministère des Affaires étrangères, pour quelle raison cet objectif spécifique qui est à la discrétion finalement des ambassadeurs et des ambassadrices, pourquoi cet objectif spécifique n'est pas imposé à l'ensemble des plans d'action? Alors, pardon, c'est plutôt à moi de répondre, je pense. C'est le cas, et c'est par exemple une des mesures qui figure dans le plan sur l'égalité professionnelle que le ministère a rendu récemment des suites de la loi sur la transformation de la fonction publique. C'était effectivement une préconisation jusque-là, simplement en vertu de la stratégie. Maintenant, c'est, on va dire, une instruction plus ferme, mais après, de fait, il nous revient de faire le suivi. Et les résistances dont parlait Aurélie, elles sont communes, elles viennent, on les constate souvent. Au moment où l'ambassadeur présente son plan d'action, la direction géographique lui dit « bon, c'est peut-être pas ça la priorité, mais nous sommes là, dans ma direction aussi, pour appuyer en sens contraire. » Ça signifie qu'il y a encore une marge de progression pour l'appropriation du sujet, parce que quand on répond à Aurélie qu'on peut parler des droits de l'homme, on voit bien qu'il y a une question d'appropriation du sujet par les directions et les personnels du ministère en centrale.
Absolument, et c'est tout le sujet, on va dire, de la formation sur ce thème au ministère des Affaires étrangères. Jusqu'ici, les formations qui ont été menées à l'égard des personnels sont d'une part plutôt des sensibilisations que des formations, et elles se sont adressées prioritairement justement aux personnels qui sont nouvellement nommés sur quelque chose ou qui sont des nouveaux arrivants à un certain niveau de responsabilité. Mais le stock, lui, il a été relativement moins touché, et c'est une des différences, un des inputs qualitatifs qu'on a réussi, nous, à imposer là, dans ce plan d'action sur l'égalité, récemment rendu par le ministère, qu'on passe vraiment à une politique de massification de la formation et qu'elle devienne notamment obligatoire pour l'ensemble des encadrants, qu'ils soient nouvellement encadrants ou depuis plus longtemps. Isabelle, je te repasse la parole. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Oui, peut-être un petit mot sur le forum égalité à travers, Aurélie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous en attendez et qu'est-ce que ça implique dans un poste? Puis on va revenir aux questions. Aurélie, je ne sais pas si tu veux répondre par rapport à la Lettonie. Ce qu'on en attend, bon, après, c'est comme souvent, là, ce genre de grand-messe multilatérale, bon, on fait notre possible pour qu'il y ait une participation au plus haut niveau. Ce n'est pas forcément évident parce que maintenant, ce genre de rencontre, la règle est devenue un petit peu qu'on demande aux participants de faire des annonces fracassantes pour pouvoir participer. Ça ne correspond pas forcément à l'agenda, au timing, et puis il y a un certain nombre de pays qui peuvent avoir envie de réserver leurs annonces fracassantes à un événement qu'ils organisent eux-mêmes et pas forcément pour mettre en valeur dans les événements des autres, parce qu'il y a aussi toujours un côté un petit peu… enfin, vous voyez, comme on imagine bien, quoi, tout le monde n'a pas forcément envie de se plier à cet agenda politique-là sur le Forum Génération Égalité. Mais enfin, en tout cas, nous, côté société civile, on en attend beaucoup de choses parce qu'on a l'impression que plus on peut connecter les militants dans la société civile lettonne avec les réseaux internationaux et avec les connexions françaises, plus on resserre les liens entre nos deux sociétés civiles, de toute façon, mieux c'est. Nous, c'est notre objectif en termes d'influence. J'aime pas ce mot d'influence parce que ça donne l'impression qu'on essaye même pas d'influence, mais disons de plus en termes de relations bilatérales, on a cet objectif de toute façon de resserrer les liens entre nos sociétés civiles, donc c'est une bonne chose. Et en plus, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de structures en Lettonie qui sont très, très, très actives, mais qui sont souvent de toute petite taille. Enfin, ouais, et encore, la Lettonie, c'est un tout petit pays, c'est moins de 2 millions d'habitants. Et on pense qu'il y a aussi beaucoup de ces structures qui pourraient bénéficier énormément de l'appui en termes d'input, de fonds et de mise en commun des travaux qui pourraient vraiment énormément bénéficier, notamment sur ces questions de lutte contre les violences. Alors, j'ai vu effectivement dans le chat une question sur la Convention d'Istanbul. C'est très, très central dans ce qu'on fait à Riga, parce qu'effectivement, la Lettonie n'a pas ratifié la Convention d'Istanbul. Et on leur en parle tout le temps. Je pense qu'on doit même se rendre parfois un peu pénible sur le sujet. Mais c'est quelque chose… Là, récemment, à l'occasion des 10 ans de la Convention, on a fait une opération avec 10 ambassadeurs locaux pour faire une tribune commune, dans un des portails d'information. Et puis, on a fait une démarche commune auprès de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères pour lui expliquer, on avait bâti un argumentaire pour lui expliquer vraiment qu'on ne comprenait pas pourquoi la Lettonie ne ratifiait pas le texte. On en parle à chaque entretien. On en avait fait le sujet du dernier 25 novembre où on avait fait là encore une démarche commune de tous les ambassadeurs dans ce sens. Et puis on en parle en bilatéral. Moi, pour vous donner un exemple, on a reçu à la fin du mois d'avril le vice-président du Conseil d'État, parce qu'il y a un certain nombre de sujets de coopération entre les juridictions administratives, enfin entre la France et la Lettonie. Donc le président du Conseil d'État, Bruno Lasserre, était à Riga. Il a été reçu par un déjeuner par le président de la République de Lettonie, parce qu'un des sujets est un sujet qui est porté personnellement par le président letton. Donc, grand déjeuner d'apparat à la résidence du président de la République. Et j'en ai profité, voilà, comme on avait un moment hors, disons, de l'ordre du jour très défini qui avait été pour poser la question directement au président en lui disant
très, très directement en disant on ne comprend pas pourquoi la Lettonie, vu ses engagements, vu ses valeurs, vu tout ce qui se passe et tout ce qui est professé par les autorités actuelles, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de ratification. Et voilà, ça permet, donc ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait au quotidien, on interpelle. On sait qu'on a relativement peu d'espoir tant que dans cette législature en Lettonie, mais là je rentre peut-être dans des détails pas intéressants, mais le blocage qui existe en ce moment, c'est vraiment une question de composition du Parlement qui fait que le sujet diviserait des partis qui préfèrent ne pas se diviser en ce moment et du coup ne veulent pas l'aborder, tout simplement l'ont écarté pour ne pas risquer de faire éclater le parti. Mais c'est un sujet qu'on suit aussi de près parce qu'il y a un lien très fort avec l'homophobie qui est un autre sujet d'attention en Lettonie où il y a des résurgences de comportements et d'homophobie dans la société civile et puis encore des retards dans un certain nombre de textes. Et c'est quelque chose aussi sur lequel on est très, très engagé à l'ambassade. Et on sait bien que la Convention d'Istanbul a souffert d'une désinformation massive qui est massive aussi en Lettonie autour de ces questions de genre qui sont interprétées dans un sens violemment homophobe. C'est d'ailleurs très intéressant à observer parce qu'on s'aperçoit que c'est les mêmes groupes, on voit les mêmes gens que ceux qui finançaient ces mouvements au moment du débat en France sur l'ouverture du mariage à tous les couples. On savait un petit peu d'où venaient les financements et pour financer toutes ces grandes manifestations et tous ces grands mouvements, ce sont exactement les mêmes qui sont en ce moment à l'œuvre en Lettonie pour empêcher l'adoption du texte qui en ce moment est examiné sur la possibilité d'avoir la reconnaissance des familles homoparentales. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a voilà, la même ligne directe entre certains groupes fondamentalistes américains, russes, et puis tout ça arrive de la même façon. C'est toujours assez intéressant à observer comme phénomène. Oui, je crois que, merci Aurélie, je crois que ce que tu viens de dire est très important dans nos réseaux publics réunis dans l'administration moderne. On manque quelquefois de cette interaction avec la société civile, alors que dans un poste comme le tien, tu peux vraiment interagir sur les deux. D'ailleurs, dans nos réflexions préparatoires, tu nous parlais aussi des réseaux professionnels en Lettonie qui sont peut-être moins formels que dans des pays plus grands, puisqu'il y a vraiment une proximité des femmes dirigeantes. Peut-être un petit mot sur ce sujet aussi. Oui, effectivement, c'est une question qu'on a abordée en préparant cette rencontre de ce matin. Comme je vous disais, la Lettonie, c'est tout petit, c'est 1,9 million d'habitants, les gens se connaissent beaucoup, enfin, il y a vraiment une certaine proximité, et du coup, il y a moins de réseaux formels. Et depuis qu'on a eu cette discussion, d'ailleurs, on s'est dit, en discutant avec mon numéro 2, on s'est dit qu'on allait rajouter ça dans notre plan d'action, parce qu'on va proposer, on pense déjà, c'est une excellente idée de se dire, on va essayer de voir si on peut suggérer aux groupes informels qui commencent qu'on voit bien, puisque c'est toujours un peu les mêmes quelques parlementaires, responsables, enfin l'homologue de Donatienne qu'on voit assez souvent au ministère qui s'occupe de ces questions dans le niveau multilatéral, qui est aussi très engagé sur la question, la secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui est aussi une femme très, très active et avec un vrai engagement féministe. Et on se dit, voilà, ça pourrait être intéressant de leur proposer une rencontre peut-être en visio avec des réseaux féminins pour discuter et pourquoi, en introduisant ce sujet, voilà, pourquoi pas créer le réseau similaire. On avait eu l'occasion d'en parler, moi j'avais été invitée au cours d'une mission quand je travaillais pour l'ENA, j'avais été invitée à une mission en Serbie à rencontrer un réseau de femmes serbes dans l'administration qui se crée. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que souvent on s'aperçoit que cette nécessité d'avoir une approche horizontale et disons de prendre en tenaille les résistances en approchant les sujets sur tous les angles, c'est vraiment quelque chose que les réseaux féminins sont en mesure de faire. Et je pense que on va certainement rajouter ça dans notre petite feuille de route et essayer de voir comment on peut appuyer la création d'un réseau. Ce sera certainement un des délivrables de la rencontre de ce matin pour notre feuille de route. Merci. Une question pour Donatienne en tant que présidente de Femmes Diplo. J'espère pas être indiscrète en la posant, mais est-ce qu'il y a une stratégie de ce réseau par rapport aux femmes ambassadrices? Est-ce qu'elles sont toutes adhérentes? Est-ce qu'elles sont sollicitées? Est-ce que c'est un lieu informel d'échange? Voilà. Alors, non, elles ne sont pas toutes adhérentes. Non, nous n'avons pas, je dirais, une stratégie particulièrement
ciblées par rapport à elles dans notre politique de rechercher des adhésions. D'abord, elles y sont venues souvent naturellement. C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai vu des femmes qui avaient fait toute leur carrière, finalement, sans en tout cas se revendiquer d'un engagement féministe, sans non plus mettre en avant les difficultés spécifiques qu'elles pouvaient rencontrer en tant que femmes, et qui, au moment justement crucial de soit leur nomination à des postes d'encadrement, soit leur nomination à des postes d'ambassadrice, effectivement, tout d'un coup, se sont pris le plafond de verre en pleine figure et ils sont venus naturellement. Je me souviens encore d'une dame qui a occupé d'ailleurs des fonctions assez élevées dans ce ministère, puisqu'elle a été directrice politique adjointe, et qui tout d'un coup s'est rendu compte à l'occasion de son affectation qu'on lui proposait le Danemark et pas un plus grand pays, voilà, avec une surface diplomatique plus importante. Et ça lui a sauté à la figure, et effectivement, depuis, elle est adhérente. Donc, et je me souviens de la bataille que nous avons dû mener aussi pour la nomination de la première femme ambassadrice dans un pays des membres permanents du Conseil de sécurité. Ça a été quelque chose d'absolument terrible. Donc, bref, voilà, ça dépend des générations. On a cette génération de femmes, des femmes ambassadrices aujourd'hui, eh bien, il y a une génération qui y accède, justement, comme la génération d'Aurélie, et celles-là sont beaucoup plus militantes, et effectivement, on en a beaucoup parmi nos adhérentes. Voilà, je voulais dire juste un mot sur, effectivement, l'importance des réseaux, c'est absolument capital, et parmi les recommandations que le Haut Conseil à l'égalité a faites pour une meilleure mise en œuvre de notre stratégie, il est recommandé justement aux ambassadeurs de participer à des réseaux féminins, soit existants dans leur pays de résidence, soit de contribuer à leur montage. On a d'ailleurs des ambassadeurs ou ambassadrices qui, par exemple, ont organisé des actions de tutoring croisé entre des entrepreneuses françaises et des entrepreneuses locales, ou qui voilà, mettent en place un réseau aussi de femmes dans la technologie. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions justement qui sont faites en appui au réseau. C'est effectivement fondamental. Et nous-mêmes, dans notre secteur diplomatique, actuellement, nous sommes en train il est en train de se monter, de se cristalliser sous l'égide de l'Association des femmes du service d'action extérieure européenne, un réseau un peu européen des réseaux féminins de la diplomatie. Il y a eu une première réunion le 3 mai qui a rassemblé des associations de 13 États membres, et effectivement, c'est extrêmement utile pour regarder de façon transversale les problématiques qui se posent, en tout cas dans le secteur de la diplomatie, et qui sont bien connues, qui sont relatives aux contraintes de l'expatriation, comment elles sont gérées dans les différents services diplomatiques européens, mais aussi à la rémunération. Donc, pour ce qui nous concerne, au Quai d'Orsay, nous sommes à un écart qui est absolument incroyable dans la fonction publique, de 25% d'écart de rémunération entre nos collègues masculins et nous. Et donc, voilà, sur toutes ces questions de nomination, de promotion, nous avons décidé de regarder un peu en transversal, en européen, ce qui se passe. Et nous pourrions même, c'est une action à laquelle nous sommes en train de réfléchir, en faire quelque chose d'un peu plus officiel quand nous arriverons l'année prochaine en présidence française de l'Union européenne. Merci Donatienne. Il ne reste pas énormément de temps. Il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat, mais on ne va peut-être pas toutes les reprendre. Je voudrais quand même on ne reste pas sur notre fin. 25%, c'est un chiffre énorme. Est-ce que tu as des éléments d'analyse Alors, nous sommes au début de ce travail, puisque l'administration elle-même voilà, a commencé à produire des analyses et doit, à partir de cette année, produire une analyse annuelle sur la réduction de ces écarts.
Alors, ce qui se passe, c'est essentiellement que cet écart de rémunération, il est la traduction du positionnement des femmes ou de leur mauvais accès aux fonctions de responsabilité et aux emplois qui emportent les régimes de primes, notamment les plus importants et les plus intéressants. Il y a un phénomène aussi qui est lié à l'expatriation avec des femmes qui souvent pour des raisons qui sont liées aussi à leur charge familiale, préfèrent des affectations en Europe, là où, évidemment, dans des contextes compliqués, on a tendance à envoyer des hommes célibataires en Afghanistan ou en Irak. Et pourtant, il y a des candidates, mais il y a aussi un biais qui fait qu'on a plutôt tendance à y envoyer des hommes. Donc, je dirais que c'est la traduction d'un corps diplomatique qui a la démographie qu'il a, c'est-à-dire qu'il est à la fois masculin et vieillissant, et où les positions les plus importantes sont occupées par des hommes, et puis l'accès aux emplois et aux grades qui est insuffisant, et enfin la question de l'expatriation qui est la couche supplémentaire. Merci beaucoup. Moi, je suis toujours un peu en veille sur ces sujets, comme beaucoup d'entre vous. Et je constate que des ambassadrices de haut rang, d'ailleurs, on vient de le voir hier, puisqu'elle a été promue comme Sylvie Berman ou Catherine Colonna, qui est à Londres, s'expriment à titre personnel ou professionnel, je ne saurais pas toujours le dire, mais sur nos préoccupations avec un engagement. Je ne sais pas si elles sont actives ou mobilisées par le réseau des femmes diplomates, mais elles pourraient peut-être, comme même Florence Mangin au Portugal, qui a aussi été très attentive et qui a eu en charge, qui était précédemment, je crois, la haute fonctionnaire en charge de qualité au ministère. Bon, enfin, ça nous emmènerait peut-être trop loin. Je vous propose peut-être, pour ne pas abuser de votre temps, de demander, sauf si Donatien a encore quelque chose à ajouter, de demander à Aurélie de peut-être un petit mot de la fin et puis de conclure en redonnant la parole à Nathalie pour ouvrir un petit peu nos réflexions et peut-être faire un petit focus sur l'action du réseau, de la plateforme ToGap qui se veut vraiment une fédération de toutes nos ambitions. Aurélie? Merci. Non, écoutez, je pense que c'était un échange très riche. Je suis surtout très reconnaissante de m'avoir donné la parole. C'est des sujets, comme vous voyez, qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est toujours en plus une super occasion pour nous de rejeter, enfin de refaire, de revisiter voilà, ce qu'on a essayé de faire et de voir où on en est, ce qu'on pourrait rajouter. Donc, grand merci. Et puis, comme toutes les ambassadrices et les ambassadeurs, je suis en pleine stockholmisation, c'est-à-dire que je deviens ambassadrice de Lettonie et je vous incite à venir découvrir ce très beau pays, très intéressant et méconnu, hélas. Donc, venez me voir en Lettonie. C'est un pays, c'est un pays qui mérite d'être plus visité. Voilà. Ça, c'était pour la touche touriste. Et je vous souhaite à toute une excellente journée. Merci infiniment de cette invitation. Merci Aurélie. Je confirme pour avoir les pays baltes en été il y a quelques années, donc pas seulement la Lettonie, mais les 3 pays baltes. Je peux vous assurer que c'est les plus beaux couchers de soleil au monde. Les pays nordiques en été, c'est un vrai paradis. Et effectivement, il y a de la nature, il y a de l'histoire. Voilà, c'est pas très loin, donc ça reste dans notre zone de fréquentation. Donc, je confirme tout à fait. Même sans déranger Aurélie, qui a droit aussi à des vacances, ce sont des pays à découvrir. Merci Aurélie pour cette belle invitation et surtout pour tout le reste. Nathalie? Oui, un grand merci évidemment à Aurélie d'être intervenue dans notre petit déjeuner ce matin et un grand merci à Donatienne et à Femmes et Diplomatie. Un mot avant de passer la parole à Nelly pour notre programme à venir. Un mot sur les réseaux professionnels féminins. Je crois que les échanges qu'on a eus ce matin montrent bien l'importance pour les femmes notamment dans le secteur public, de pouvoir se constituer en réseau parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses de l'intérieur. Et il me semble très intéressant, via notamment notre nouveau collectif ToGap qui est
qui est consacré à la coordination de l'action des réseaux sur le partage de la décision et de la gouvernance, de pouvoir œuvrer dans d'autres pays, de partager notre mode opératoire avec d'autres pays. Et je vous engage à être présent pour le Forum Génération Égalité où on lancera au niveau mondial TOGAP. Voilà, encore un grand merci à toutes et à Aurélie en particulier et Donatienne. Et Nelly, je te laisse la parole un instant pour notre programme. Merci beaucoup. Merci à Aurélie, Madame l'ambassadrice. Merci à Donatienne. Nous nous retrouverons maintenant le 8 juillet, donc toujours à 8h30, autour de la proposition de loi portée par Marie-Pierre Ritsin, donc visant à accélérer l'égalité professionnelle. Et donc, c'est avec un très grand bonheur que nous vous retrouverons donc le 8 juillet et ensuite mi-septembre après un repos bien mérité. Merci. Le 8 juillet avec Brigitte Grésy. Tout à fait. Brigitte Grésy, notre invitée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes. Et très belle journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.